bienvenue à toutes et à tous à ce colloque hebdomadaire du DES, du département épidémiologie et système de santé d'Unisanté. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Dominique Strumont qui va nous parler de la lutte contre le tabac. Et ce colloque est le 6e volet d'une série sur l'épidémiologie légale. J'en profite pour vous dire que ce colloque est enregistré. Et donc, merci à celles et ceux qui ne souhaitent pas que cela figure sur l'enregistrement de couper leur caméra. Donc, le professeur Strumont est président de la commission d'éthique du canton de Vaud depuis 2018. Il est également professeur invité à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne avec rattachement à Unisanté. Et également, depuis 2018, il est aussi cofondateur et directeur adjoint de l'Institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel. Ancien ancien Ancien, directeur. ancien. Et donc, il a aussi de nombreuses autres casquettes que je ne vais pas toutes lister, mais il a vraiment un domaine de compétences très large avec de très, très nombreuses publications scientifiques. Et il est notamment expert dans le droit des patients et le droit de la santé publique avec un intérêt particulier pour la réglementation de la recherche impliquant des participants humains, le droit des patients et la réglementation des professionnels de la santé. Donc, je te passe la parole, Dominique, et je me réjouis de t'entendre. Un grand merci. Merci Muriel pour cette gentille introduction. Désolé pour l'interruption, mais la direction de l'Institut droit de la santé est assurée maintenant par 4 jeunes collègues hyper compétents. Donc, je voudrais pas qu'il y ait de confusion là-dessus, simplement. Voilà. Alors, merci pour votre intérêt. Comme vient de le dire Muriel Bochu, on est dans une série de conférences qui ont touché à l'épidémiologie légale. Alors c'est un terme un peu attractif pour justement attirer votre attention, vous représentants de la santé publique, de l'épidémiologie. En fait, c'est un cours qui porte sur l'introduction du bon usage du droit de la santé publique, du droit de la santé. C'est un peu ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est la 6e conférence. L'idée, c'est d'être un peu dans le concret. Le Covid a bien fait les choses. On aurait dû se voir en décembre. Nous sommes en février, à 3 jours d'une votation importante sur la thématique. Et moi, la question que j'aimerais me poser avec vous, c'est quand on lutte contre le tabac, est-ce qu'on veut gagner ou bien avoir raison? Alors, c'est de comprendre son sens peut-être, j'espère, à la fin de la conférence. Elle est basée sur une certaine compréhension du droit de la. C'est un rappel hein, pour ceux qui ont déjà suivi les précédents colloques. Pour mémoire, donc le droit est un élément essentiel pour la santé publique. Ici, j'ai pris l'extrait page du rapport de CDC à la fin du 2e millénaire. Hein. Ils ont des 10 plus grandes réussites dans la santé publique aux États-Unis. On y trouve la vaccination, on y trouve la sécurité routière et des véhicules, la sécurité au travail, le contrôle des maladies infectieuses, etc. On y trouve d'ailleurs aussi la reconnaissance du tabac comme étant un produit dangereux. Et ce qui est important, c'est que derrière ces réussites, ce n'est pas simplement un constat de la dangerosité de ces domaines et de la nécessité d'agir, mais qu'on a réussi à agir. Et la principale base de cette réussite est justement une action législative, le fait qu'on a adopté des normes dans ces domaines-là. Ce qui montre bien l'importance du droit pour réussir des actions en santé publique. Autre élément qui est très important par rapport à la compréhension de ce qu'est le droit de la santé et de la santé publique, c'est que ce n'est pas simplement un outil. On confond souvent, et c'est malheureux, le droit de la santé publique à ce qu'on va appeler, et ce que j'aimerais que vous reteniez, le droit interventionnel de la santé, dont l'objectif primaire, principal, est d'influencer directement la santé ou des déterminants de la santé. Et c'est souvent ce à quoi on réduit le droit dans la santé publique, hein, c'est ce qu'on appelle la police sanitaire, et on va y retrouver la lutte contre les épidémies, on va y retrouver le contrôle des denrées alimentaires, des professionnels de la santé, le contrôle des produits thérapeutiques, etc., etc.
Mais on ne doit pas négliger le droit structurel de la santé, qui lui s'occupe de la définition des compétences, la répartition des devoirs, des obligations. Notre expérience commune des 2 dernières années montre bien la difficulté parfois de maintenir un équilibre entre ces différents niveaux de compétences et d'autorité. Et c'est un élément central. Mais last but not least, ne négligeons pas ce qu'on appelle le droit incident de la santé. C'est le droit qui n'entre pas dans les 2 catégories précédentes, mais qui ont quand même un impact sur la santé. Et celui-là, il est malheureusement très souvent négligé. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, puisque la lutte contre le tabac relève définitivement du droit interventionnel de la santé, mais ça me paraissait important de vous rappeler l'importance de ce incident, d'autant plus que le troisième prémisse qui est essentiel pour comprendre cette petite intervention d'aujourd'hui, c'est que le droit est probablement une des seules manières de comprendre et d'impacter les déterminants sociaux de la santé. Ici, c'est la pyramide d'impact sur la santé établie par Frieden, ancien directeur du CDC, et il a synthétisé finalement les actions que l'on mène dans le domaine de la santé en fonction de leur impact sur la santé publique, mais aussi en fonction de l'effort que ça va demander des destinataires. Et il est assez fréquent quand on est dans le domaine de la santé que la première chose que l'on propose, c'est de faire des campagnes d'information. Je montrerai d'ailleurs en tout cas une slide qui relève de cette philosophie. Mais on le sait aussi, c'est que ces campagnes qui demandent des changements individuels de comportement demandent un très gros effort des destinataires et finalement ont un petit impact sur la santé à terme par rapport à l'investissement. Ce qui a le plus gros impact sur la santé de la population, notre santé individuelle et la santé collective, c'est vraiment les facteurs socio-économiques. Et je reviens à ce que j'ai évoqué avant, le droit incident de la santé, c'est tout ce droit qui va avoir un effet sur ces facteurs socio-économiques. Rappelons quand même qu'en plein Covid, le Parlement a adopté à 2 reprises, elle a été révisée, une loi Covid qui ne traite pas de ce dont vous avez l'habitude comme spécialiste. Donc la loi Covid n'a pas stricto sensu parlé des outils traditionnels de la lutte contre les épidémies, mais a des chapitres sur l'aide à la culture, sur les RHT, sur le financement des entreprises, sur l'organisation des sociétés en pleine situation de pandémie, donc qui n'ont rien à voir avec la santé publique telle qu'on la comprend. Et pourtant, sans cette loi Covid, on serait dans une nettement moins bonne situation aujourd'hui qu'on l'est actuellement. Et on espère qu'on va bientôt sortir de la vague. Dernier rappel par rapport aux conférences antérieures, il existe 5 services essentiels du droit de la santé publique. Le premier de ces services, c'est de savoir la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est par exemple dans la lutte contre les épidémies, d'instaurer des distances sociales. Et là, pour savoir la bonne chose à faire, the right thing to do, il faut avoir l'accès aux preuves scientifiques, à l'expertise. Et globalement, là, ce sont les épidémiologues, les médecins, les spécialistes de santé publique qui vont pouvoir identifier une action possible. Cette action, il faudra la traduire ensuite en normes. Et là, évidemment, il faut aussi une certaine expertise dans le design des solutions normatives pour la rédaction, pas nécessairement de loi d'ailleurs, ça peut être des textes de rang inférieur dans notre législation, mais ça peut être aussi des simples directives ou des recommandations. Les normes non contraignantes pouvant avoir des effets parfois beaucoup plus efficaces que des normes contraignantes. Mais donc, ça prend quand même une spécialité, une compétence pour pouvoir rédiger ces normes, pardon. Mais si on veut les adopter, il faut développer un consensus, il faut avoir un soutien de la population d'une part, puis un soutien politique. Il faut une vraie volonté politique pour faire adopter des normes. Et pour la petite histoire, c'est un peu cruel de nous le rappeler, nous, mais on n'a pas de loi sur la prévention et la promotion de la santé en Suisse, parce que cette loi, elle n'est pas passée au champ fédéral. Il manquait une voix.
une voie. Et bien, cette voie, elle a manqué et à cause de ça, on n'a pas de cette loi sur la prévention et la promotion de la santé, ce qui montre bien l'importance de faire le travail jusqu'au bout. Mais ça ne suffit pas. Si la loi est adoptée, il faut aussi la mettre en œuvre. Et pour la mise en œuvre, il faut avoir des ressources. Ces ressources sont d'une part toutes les ordonnances d'application, d'autre part l'identification des ressources humaines, des ressources financières qu'il faut mettre à disposition. Il faut que dans l'administration, il y ait des personnes qui soient désignées pour faire des contrôles, pour délivrer les autorisations, pour conseiller les administrés. Il faut du côté des administrés, des citoyens, qu'il y ait des indications sur les comportements adoptés, les moyens à mettre à disposition pour le faire. Je ne sais pas, par exemple, le pass Covid sans le smartphone et tout le système derrière, ça ne sert à rien. On peut en faire de la théorie, mais en pratique, on a besoin de la mettre en œuvre. Last but not least, tout cela doit être suivi, monitoré et évidemment évalué. Et à partir de cette évaluation, on va pouvoir faire de la recherche évaluative et puis on va informer les politiques et les preneurs de décision pour justement adapter le processus. À la fin, qu'est-ce qu'on obtient si on accélère le processus? On a une meilleure santé plus vite, en anglais, Better Health Faster. C'est vraiment un logo, enfin un leitmotiv que j'aimerais que vous reteniez. Better Health Faster, une meilleure santé plus vite. Plus vous raccourcissez ce processus, plus vous permettez à la population de bénéficier d'un cadre qui lui est favorable pour sa santé. Maintenant, aujourd'hui, je vais me concentrer, en parlant du tabac, uniquement sur le troisième service, développer ce consensus et le soutien à l'action de santé publique, à la politique de santé publique que l'on souhaite mettre en place et à la nécessité d'engager les communautés, de construire une volonté politique. Alors, je crois qu'on est d'accord, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je vois qu'il y a d'ailleurs des spécialistes qui sont avec nous aujourd'hui dans ce domaine. Nous avons une pléthore de données sur l'impact du droit dans la lutte contre le tabac. On sait parfaitement quoi faire et on sait comment faire. On peut l'illustrer. Il y a une foultitude de sites qui proposent de pouvoir y accéder. Ici, c'est un peu didactique, c'est un peu malheureux aussi, mais bon, on doit quand même le rappeler, c'est que la Suisse avec l'Allemagne, le Luxembourg, l'Allemagne est en train de faire un peu mieux, mais la Suisse est définitivement un des mauvais acteurs du domaine et on peut que le regretter. Mais on a ces données, on sait comment faire, on sait quoi faire. Maintenant, est-ce qu'on y arrive et comment on peut y arriver? Je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas m'apesantir sur cette slide, mais ceux qui me connaissent l'ont déjà vu apparaître dans mes présentations. L'OMS, dans son rapport de santé 2013, a proposé un listing de 10 erreurs fréquentes lors de la diffusion de nouvelles interventions et puis quelques suggestions pour les éviter. Je pense que la lutte contre le tabac en Suisse est une belle illustration du fait qu'on n'a pas vraiment nécessairement toujours tenu compte de ces erreurs qui sont reconnues, qui sont totalement validées aussi par des connaissances scientifiques, peut-être pas dans les laboratoires, peut-être pas de nature statistique, mais en sciences politiques, en sciences sociales. Ce sont des éléments qui, à réitérer reprises, ont été démontrés comme étant justes, et notamment penser que des données factuelles vont intéresser les utilisateurs potentiels. Vous vous rendez bien compte qu'avec la pandémie, qui est d'ailleurs s'illustre par une incertitude, les faits sont parfois bien fragiles pour pouvoir convaincre les gens d'adopter les bons comportements. Donc il faut trouver d'autres moyens de communiquer et d'autres manière le soutien de la communauté et du politique. Point important, j'en viens à la question de la loi sur le tabac, mais encore dernière remarque préalable avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons en Suisse une particularité avec notre démocratie semi-directe. Nous avons une foultitude d'occasions pour pouvoir intervenir dans un processus législatif. Ça commence à l'impulsion par rapport au fait qu'on peut lancer des initiatives populaires, mais on peut aussi contribuer à des prises de décision par le département concerné, DFI, ici Office fédéral de la santé publique, ou par le Conseil fédéral.
À partir de là, on peut intervenir à plusieurs étapes. On peut intervenir dans la rédaction de l'avant-projet, on peut intervenir dans la procédure de consultation, j'y reviendrai plus tard. On peut intervenir ensuite dans les prises de décision qui sont au Parlement, que ce soit dans les commissions ad hoc ou en plénum. On peut aussi intervenir dans le processus en déposant un référendum. Et fait important, c'est que quand la loi est adoptée, il faut également qu'elle s'accompagne d'ordonnances d'application. Et toutes ces occasions qui sont mentionnées, il y en a 7 hein, si vous faites le décompte, ces occasions se retrouvent pour les ordonnances. Donc on a beaucoup d'occasions d'intervenir. Alors, regardons comment on a fait avec la loi sur les produits du tabac, si ça vous va. Alors, l'origine, hein, je rappelle la slide d'avant, hein, une loi a toujours une origine quelque part, il faut la retrouver. Alors, dans le cas particulier, il y a une double origine. Une origine plutôt symbolique, une origine politique, la signature par la Suisse par les fédérales de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et dès 2004, le Conseil fédéral, de manière constante, il n'a pas modifié son point de vue de manière officielle. Alain Berset était à Arena d'ailleurs cette semaine et il l'a réitéré, hein, il a répété cette volonté du Conseil fédéral de ratifier à terme la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Il était clair qu'en 2004, la législation applicable n'était pas à ce stade, il y a des efforts importants à faire et comme vous le savez, ça ne s'est pas fait comme ça. Pourquoi il y a une loi sur les produits tabac? En fait, c'est plus pragmatique. On a adopté en Suisse, on a adopté une nouvelle législation sur les denrées alimentaires qui adapte notre droit suisse au droit européen. Alors, ce qui est important, c'est qu'en droit européen, ils n'avaient pas évidemment inclus le tabac dans les denrées alimentaires, alors qu'en Suisse, pour des raisons historiques qui n'est pas nécessaire d'approfondir ici, les produits du tabac étaient intégrés dans la loi sur les denrées alimentaires. Et c'est intéressant d'ailleurs que dans la loi sur les denrées alimentaires antérieure, on avait une distinction avec d'un côté les denrées alimentaires, les produits nutritifs, et ensuite ce qu'on appelle les produits d'agrément, en allemand Genussmittel, sauf que en français le terme Genussmittel n'a jamais été traduit en termes juridiques. Donc peut-être là il y a une différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, peut lier peut-être une sensibilité à la santé publique qui est accrue, mais il n'empêche que dans la législation antérieure sur les denrées alimentaires, le tabac en fait partie. Dès lors que la Suisse adopte sa législation au droit européen, il n'y a plus de législation sur le tabac, ce qui fait d'ailleurs qu'il a été prévu par l'adoption de la loi à l'époque une prolongation des dispositions antérieures concernant le tabac qui était prévu jusqu'au 30 avril. Ce délai a été prolongé jusqu'au 30 avril 2025. Ce n'est pas complètement anodin. Retenez cette date, 30 2025, ça a de l'intérêt aussi pour la suite. Point important, c'est pas anodin non plus de le mentionner, c'est que cette adaptation voudrait qu'on s'adapte au droit européen, et le droit européen sur les produits tabac a été révisé en 2014, mais déjà depuis 2007, il y a une interdiction au niveau européen d'exporter depuis le territoire de l'Union européenne des produits qui ne sont pas conformes au droit européen. La Suisse n'a pas adopté cette disposition, ce qui fait que en Suisse, l'industrie du tabac s'est développée aussi en termes de production industrielle de cigarettes et aujourd'hui, on exporte autant de cigarettes que de fromage. Je ne pense pas que c'est une source de fierté, mais la raison est toute simple, c'est que la Suisse est un îlot de protection pour les exportateurs qui peut se permettre d'aller empoisonner davantage les poumons dans les pays en développement en toute impunité, en passant, c'est aussi important de le mentionner, c'est pas cette exportation qui rapporte le plus à l'industrie du tabac en Suisse actuellement, c'est qu'ils ont tous leurs services financiers et tous les avantages fiscaux que l'on connaît, et c'est ça qui rapporte le plus. Les gens qui travaillent dans le tabac en Suisse ne travaillent pas dans les usines, ils travaillent dans les bureaux et dans les services financiers. J'en viens à la loi sur les produits du tabac. Alors ça c'est intéressant parce que c'est la manière dont l'historique de la loi est présenté actuellement sur le site de l'OFSP. Mais moi je vais remonter à 2018, hein,
En fait, il y avait une autre forme de présentation. Alors, vous voyez, ça commence en 2014, c'est pas pour rien, on adapte la législation sur les denrées alimentaires, elle entre en vigueur et on donne un délai pour avoir une législation sur le tabac jusqu'en 2021. Le Conseil fédéral, fort de son engagement de 2004, présente un projet tout à fait défendable, c'était pas merveilleux, mais c'était un projet qui, du point de vue de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, était acceptable. Fait totalement étonnant et rarissime, le Conseil des États, le Parlement fédéral, donc les deux chambres, en fait, proposent de renvoyer cette loi au Conseil fédéral en considérant qu'elle était liberticide, qu'elle était inadmissible et que le Conseil fédéral avait péché par excès de prudence et qu'il n'avait pas suffisamment tenu compte de la liberté économique. Ce qui fait que on a un nouveau projet de loi qui a dû être préparé et ce nouveau projet de loi a été transmis en début 2019 aux chambres fédérales. Celui-là, c'était le mandat de l'Assemblée fédérale, n'est pas compatible avec les exigences de la Convention cadre et on va en parler un peu plus après. Point quand même positif, il y a une initiative populaire qui est, elle, déposée en septembre 2019 et pour laquelle le peuple et les cantons vont se prononcer, j'espère et je suis relativement confiant, de manière positive ce dimanche. Alors, euh, important, c'est que c'est mentionné, il y a des procédures de consultation. Hein, et puis là, on voit justement, il est fait mention des procédures de consultation. Il faut que vous le sachiez, c'est que ces procédures de consultation, elles sont en cours sans arrêt. Là, j'ai été sur le site hier. Il y a une consultation actuellement sur les médicaments à base de cannabis. Il y a une consultation sur l'ordonnance sur les épisodies. Il y en a une sur l'imposition du tabac. J'y reviendrai en conclusion. Donc, on peut faire des consultations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, la consultation a donné lieu à 641 prises de position, seulement deux qui émanent de personnes qui s'identifient comme proches de la santé. En ce qui concerne les prises de concernant la cigarette électronique, en 2015, il y en avait 48. Et il y avait plus de 300 prises de position qui étaient signées par des responsables de kiosques. Deux personnes la santé publique. Alors en 2018, fort heureusement, on a renversé la vapeur, la SSPH+ a beaucoup investi et on a 332 professeurs spécialistes de santé publique et pas seulement des professeurs en médecine, aussi en droit, en économie. Les académies des sciences ont joint le parcours hein, aussi. Et d'ailleurs, là, c'est le petit extrait de la communiqué de presse de la SSPH le 23 mars 2008, il y a ces prises de position individuelles qui émanent d'un grand nombre de spécialistes, donc plus de 250 professeurs, mais également les académies des sciences, universitaires, de centres hospitaliers, d'associations médicales. Alors, je vais revenir en arrière ici. C'est dramatique qu'en 2015, ce soit produit comme ça. Je sais que c'est plutôt une opinion répandue dans les milieux académiques qu'on ne doit pas faire de politique, on ne doit pas se mêler des affaires. Et puis aussi, c'est assez répandu que la consultation, ça doit être le propre des chefs. Il faut faire des propositions regroupées plus il y a des gens sérieux qui sont regroupés sur une prise de position, mieux c'est. C'est pas vrai. Une procédure de consultation, c'est aussi une analyse quantitative. Quand le Conseil fédéral ou quelqu'un qui a été à l'origine d'un projet de loi doit faire l'analyse d'une procédure de consultation et qui a des prises de position qui vont à l'encontre de leur volonté, ils vont faire une analyse quantitative pour dire il y en a trois qui n'étaient pas d'accord. Et si ces trois, c'était l'Académie des sciences, la FMH et l'Association suisse des infirmières, ça fait trois. Ce ne sera pas identifié dans le rapport. Il y a trois prises de position négatives. Donc, il est très important pour éviter ce biais hein, d'une interprétation
quantitative des prises de position, il faut éviter d'en déposer tellement peu qu'elles deviennent invisibles. Il ne faut pas penser que c'est la réputation, le principe d'autorité il faudrait un petit peu l'abandonner dans le domaine académique et puis pas simplement parce qu'on est professeur penser que ça suffit. Il faut les arguments et il faut les présenter, il faut les partager. Le point important, c'est que le message pour le second projet qui était déposé était fidèle au mandat que le Parlement avait donné au Conseil fédéral. Il n'était pas compatible avec l'ordonnance, mais surprise, en 2019, pourtant, la première chambre qui analyse le projet de loi, c'est le Conseil des États. Et la Commission sécurité sociale et santé du Conseil des États a renversé le texte du Conseil fédéral qui était respectueux du mandat du Parlement, mais pas de la politique du Conseil fédéral. Ils ont renversé la vapeur. Et au Conseil des États, on s'est retrouvé avec un texte qui était compatible avec la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. À l'époque, j'ai entendu des collègues de la SSPH qui disaient « Ah, c'est SSPH+, c'est merveilleux, on a gagné, on n'est jamais allé aussi loin, c'est fantastique. » Alors, rappelez-vous, la question que je pose dans le titre de cette conférence, c'est est-ce qu'on veut gagner ou bien avoir raison? Et pour gagner, il faut gagner à la fin. Ce n'est pas des victoires d'étape qui vont nous faire gagner. Et le fait qu'on n'ait jamais allé aussi loin, tant mieux. Mais le parcours politique, il continue. Et en 2020, ce qui devait se produire, c'est malheureusement produit. C'est-à-dire qu'au Conseil national, il y a eu un renversement total. Alors même si au début 2021, certains ont eu l'espoir, quand c'est repassé à la Commission sécurité sociale et santé du Conseil des États, il y a eu de nouveau un renversement. Ce renversement, il n'a pas suffi. Il n'a malheureusement pas suffi. Ce qui s'est produit, c'est que dans la première partie, le Conseil des États a renversé la vapeur par rapport au Conseil national, mais quand le texte est retourné au Conseil national, celui-ci a maintenu et a renforcé ses positions antérieures. Et lorsque, en automne, il a fallu faire la médiation entre les deux chambres et qu'il a fallu trouver un moyen d'aplanir les divergences, c'est le Conseil national qui a malheureusement gagné. Et le 1er octobre, il faut bien souligner que la loi qui a été adoptée était une loi qui est dramatique. C'est un bout de papier du point de vue de la santé publique. Je ne vais même pas prendre le temps de regarder dans le détail ce qu'on peut en garder. Comment c'est possible? Tout simplement, c'est que il y a des lobbies au Conseil national, des lobbies au Conseil des États, au Parlement, qui sont très actifs. Si ça vous amuse, il y avait d'ailleurs un très bon temps présent qui était sorti en septembre 2018 sur le fait que le Parlement peut nuire à la santé. Il n'y a pas photo. Si vous regardez les opposants à l'initiative pour l'interdiction de la publicité pour le tabac, on va y retrouver l'UDC, on va y retrouver le Parti libéral, on va y retrouver toute une série de groupes. Je ne vais pas les passer en vue. Par contre, là, je mets un gros point d'interrogation. On va y retrouver le centre, l'ancien PDC. Et moi, ça me fait mal quand je le vois parce que ce qui a permis de renverser la vapeur au Conseil des États en 2019, c'est justement le soutien du centre, le soutien de ce qu'on appelait encore à l'époque le PDC. Et les contacts avaient été excellents et on avait pu faire quelque chose. Visiblement, ces contacts ont disparu et c'est regrettable. Il y a eu ce renversement qui s'est fait. Aujourd'hui, je dois dire qu'en termes de communication, les opposants, ils font un excellent travail. Moi, je trouve que dire aujourd'hui le tabac, demain les cervelas, ça sonne bien, c'est flashy. Puis en plus, ce qui est très intéressant dans ce discours, on omet de dire que la loi, c'est pour, ou l'initiative est pour l'interdiction de la publicité. On donne le sentiment que c'est une loi, une initiative qui vise à interdire le tabac. Et à partir de là, dont l'esprit du citoyen, quand il dit aujourd'hui le tabac, donc interdiction du tabac, ce qui n'est pas le cas, interdiction de la publicité du tabac, et qu'on lui dit demain le cervelas, on va interdire le cervelas, il est bien clair que malgré la faiblesse intellectuelle de l'argument, au niveau émotionnel, ça parle et ça a un certain effet. On voit d'ailleurs que l'initiative a perdu en force durant ces derniers mois.
Alors ça, c'est la réponse que font les anti-tabac, hein. Ça, c'est la campagne qui a été mise en place par AT Suisse et tous les initiants. Campagne classique, hein, sincèrement, je pense pas que c'est ça qui va faire que les enfants fument pas, mais ça parle moins, ça parle beaucoup moins. Mais heureusement, on a cette initiative. On a l'initiative qui est à disposition, l'initiative dont on peut espérer qu'elle va passer dimanche et pour laquelle il y a des soutiens un peu disparates. Je ne sais pas si vous avez lu l'initiative, ça vaut la peine parce qu'elle a deux volets. Elle a un volet qui concerne les buts sociaux dans la Constitution fédérale. On rajoute un but social. Les enfants et les jeunes sont encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et sont soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. Autrement dit, une disposition qui veut développer le sens critique de notre jeunesse et puis leur donner aussi un cadre qui soit favorable à leur développement comme personnes indépendantes et socialement responsables. Et puis ensuite, on a la disposition qui nous intéresse le plus directement, à savoir en complément de l'article 118 alinéa 2 lettre B concernant la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses sur l'être humain, avec l'interdiction, c'est là qui a été fait par les initiants, l'interdiction, notamment, mais pas exclusivement, donc l'interdiction peut s'étendre à d'autres domaines, l'interdiction pour les produits du tabac de toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes. Point important ici, on voit mal ma flèche, elle apparaît mieux dans les autres slides, mais excusez-moi. Point important, il y a des dispositions transitoires. L'Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d'exécution les 3 ans qui suivent l'acceptation de l'article 118. Donc, on compte à partir de dimanche prochain, avec beaucoup d'espoir que ça passe. Et ben, ce sera en 2025. Et rappelez-vous, la prolongation des dispositions sur les lois sur les produits de tabac actuellement va jusqu'au 30 avril 2025, ça match. Avec un bémol, je reviens là-dessus, c'est que qu'est-ce qui se passe si l'initiative est acceptée? Et là, je suis sur le site de la Confédération, très prudent, hein, c'est pas étonnant d'ailleurs, on y marque la nouvelle loi sur les produits tabac contre projet indirect comprend des dispositions très concrètes. Si l'initiative est acceptée, le Conseil fédéral devra l'adapter. La mise en œuvre de l'initiative n'est pas encore concrètement définie. Alors, pour information, nous avons une assurance maternité depuis le début des années 2000. Alors, si on était dans une salle, ce serait plus sympa, on pourrait un peu interagir, mais cette législation se fonde sur une disposition constitutionnelle qui a été introduite dans la Constitution, accrochez-vous, dans les années 40, 60 ans plus tôt. 60 ans plus tôt. Donc, oui, c'est marqué dans l'initiative qu'il y a un délai de 3 ans, mais c'est un délai qui n'est accompagné d'aucune sanction. Donc, politiquement, le Parlement, il peut ronronner s'il a envie, même s'il y a une application directe et on peut penser qu'il va y avoir une impact positive. Ne surestimons pas non plus cet impact. Ce qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant, puisque là, je suis en train de préparer le terrain pour la suite, hein, puisque globalement, on a été mauvais et collectivement, la Suisse était mauvais. Nous, les gens de la santé publique, on a été mauvais. On n'a pas été capable de faire en sorte que ça passe. Et je pense qu'on a une responsabilité dans cette situation de ne pas avoir pris le processus politique de manière suffisamment sérieuse et jusqu'au bout. De ne pas être allé suffisamment rechercher des alliances politiques. Il y avait des alliances politiques qui avaient été établies, notamment avec le PDC en 2019. Il y avait des débuts d'alliances qui étaient en train de s'établir avec les caisses maladie et qui étaient totalement abandonnées, alors que les caisses dont la dernière votation sont absolument absentes, alors qu'ils ont des moyens faramineux et qu'ils auraient pu investir aussi pour convaincre les membres de leur conseil d'administration. Tout ça n'a pas été fait. Par contre, on a quand même réussi à sauver une disposition qui a failli passer à la trappe au Conseil national, c'est l'article 22. Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes concernant la publicité, la promotion et le parrainage pour les produits du tabac, les cigarettes électroniques, ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac. Ça, c'est génial. Parce que ça veut dire que ce n'était pas gagné d'avance, mais ça veut dire que les cantons vont pouvoir continuer ce qu'ils ont déjà commencé à faire, c'est-à-dire
prendre le leadership pour une vraie politique de lutte contre le tabac. On le rappelle, c'est quand même le Tessin qui était le premier canton à adopter une loi sur la fumée passive, qui a montré le chemin. Il a bien fallu ensuite au Parlement fédéral qu'ils adoptent la loi sur la fumée passive, mais c'est les cantons qui ont pris l'initiative. Et d'ailleurs, vous avez conscience que la loi fédérale a été pour certains cantons une marche arrière. Hein. Donc les lois cantonales, c'est pas si mal. D'ailleurs, on voit, c'était vendredi dernier à Fribourg, le Grand Conseil qui adopte une interdiction, une motion pour interdire la publicité pour le tabac et les alcools forts, avec une interdiction qui sera large. Cette interdiction pourra être introduite. On a des mêmes dispositions à Genève, en Valais, Neuchâtel. D'autres cantons maintenant sont en train d'avancer. Donc là, il y a un travail à faire et on pourra aller beaucoup plus loin. Le lobby du tabac a beaucoup moins d'emprise sur les parlements cantonaux. Donc c'est une autre manière de faire la politique, mais il va falloir le faire, hein, ce boulot, si on veut gagner. Et puis, il y a une petite proposition. Je vois qu'on arrive, je veux qu'on ait du temps pour la discussion. Je veux lancer le débat. Il y a une nouvelle procédure de consultation sur la modification de la loi sur l'imposition du tabac. Alors, je suis passé un peu rapidement au début hein, sur la pléthore de données qui existent sur le fait qu'une législation bien conçue pour lutter contre le tabac est efficace. Vous le savez mieux que moi, on ne peut pas isoler un élément par rapport à un autre. Alors c'est clair qu'il y a des études qui montrent que on a observé notamment une étude anglaise que il y a eu une diminution de la consommation chez les zones de 16 ans de 7% à un moment donné quand on a introduit des restrictions beaucoup plus sévères en matière de publicité. Mais c'est difficile de pouvoir sortir de tels chiffres, hein, des études quantitatives qui permettent de faire la corrélation entre un changement précis dans une loi et un élément précis dans le domaine de la consommation de cigarettes. C'est compliqué à faire. Donc c'est un ensemble de mesures. Et parmi les mesures les plus efficaces, d'ailleurs, qui sont placées au sommet des critères par rapport au benchmarking européen que j'ai mentionné en introduction, où la Suisse fait un score aussi misérable, c'est avoir un prix élevé du tabac. Il y a une consultation qui est en cours. Alors, on peut faire le choix, vous pouvez faire le choix, nous pouvons faire le choix, que cette consultation, on la traite comme la consultation de 2015 en disant ouais, c'est pas nos oignons, de toute façon c'est de la politique, ça ne nous concerne pas. Ou bien vous la traitez comme la consultation de 2018 et on agit. Parce que agir, ça marche. Et je pense que aujourd'hui, si on veut vraiment une meilleure santé pour tous et qu'on veut une meilleure santé plus vite, vous imaginez tout le temps qu'on perd avec celle-là sur le produit tabac et que elle n'est pas en vigueur, qu'elle n'est pas en vigueur et puis qu'elle ne sera pas en vigueur avant un moment, même avec l'initiative qui rentre qui soit adoptée dimanche. Et tout ce temps perdu, on en est co-responsable. On doit trouver le moyen d'aller plus vite. Alors quand je pose la question gagner ou avoir raison, nous avons tendance dans le milieu de la santé publique à produire des données, à produire des rapports, à produire des chiffres, à venir dire il y a 9500 morts par année. Très bien. Moi, j'ai entendu des députés UDC, des députés du PLR et même des députés PDC qui répondent oui, mais de toute façon, on meurt. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave, c'est pas ça qui va changer les choses. On peut mourir de ça et de ça. C'est une question de liberté, liberté de choix. Et donc, l'argument scientifique, l'argument médical, l'argument clinique, il doit être remplacé par un argument politique. Et je pense qu'il y a des arguments politiques pour notamment aller chercher le PDC, enfin le centre, qui se défend être le parti de la famille. Et il y a plein de gens de bonne volonté qui sont prêts à renverser la vapeur au centre. Les caisses maladies et d'autres partenaires qui sont ici à disposition seront probablement prêts à être beaucoup plus interventionnistes. Mais il faut le faire. Alors, il y a eu la loi sur le tabac, je viens d'en parler. Il y a la loi sur l'imposition du tabac, je viens de l'évoquer, et on peut en agir. Il va y avoir la loi sur les épidémies qui va être révisée. Là, je fais un clin d'œil, je voudrais vous mettre la composition de la task force actuelle, qui est probablement le principal lieu d'information pour le Conseil fédéral et le Parlement en termes scientifiques concernant la pandémie. Il y a un juriste hein, dans la task force. Il y a une personne de sciences sociales qui fait du marketing social,
vous avez un ou deux économistes, tout le reste, c'est des médecins, c'est des épidémiologues. Allez relire la loi Covid et vous constaterez que dans cette loi Covid, on ne parle pas de lutte contre les épidémies, on parle de soutien à la jeunesse, de soutien à la culture, on parle de finances, on parle d'organisation de société. Et dans ces domaines-là, je ne pense pas que les médecins, les épidémiologues puissent prétendre avoir une quelconque compétence. Donc, il faut aussi que dans le domaine de la santé publique qu'on représente, on aille chercher les compétences. Je fais la promotion ici, je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il ne peut pas être là, mais vous avez un type fantastique à Unisanté, il s'appelle Joachim Marty. Vous avez d'autres personnes maintenant qui sont là et qui ne viennent pas du monde stricto sensu de l'épidémiologie, hein, qui travaillent sur la gouvernance des systèmes de soins et des systèmes de santé. Il faut travailler avec eux. Je vais finir avec un petit clin d'œil pour Muriel Bochus et la LEMO, hein, la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques, parce que c'est une loi qui est vraiment compliquée, c'est une loi qui n'a pas répondu aux attentes et qui répond difficilement aux attentes parce qu'il y a des bugs intrinsèques dans ce texte, mais qui n'ont pas été corrigés au moment où ils auraient pu être corrigés, qui n'ont pas été corrigés au moment de l'adoption des ordonnances, et on doit faire avec. Alors, soit on continue dans le milieu de la santé publique à dire ben, c'est les lois, c'est la faute du législateur, c'est la faute des juristes, soit on réalise que les lois, c'est nous, et que ben, nous faisons partie de la société, donc on peut agir par rapport à ça. Un immense merci pour votre attention. Je me réjouis de lancer la discussion. Comme j'ai dit des choses assez banales et assez consensuelles, je pense qu'on va pouvoir rapidement aller à l'apéro, mais sans alcool évidemment et sans tabac. Mais si vous avez quand même des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Dominique, pour cette excellente présentation. Je vois qu'il y a une remarque, question de la part de Pedro. Pedro, tu veux parler? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Attends, quand même, ce sera plus heureux. Oui, alors une question, c'est par exemple, la Société européenne de cardiologie, elle a décidé d'avoir un bureau à Bruxelles pour être plus près des parlementaires européens. Ils ont également engagé une entreprise spécialisée un petit peu dans le lobbying des parlementaires européens. Et il y a quelque temps, j'ai moi-même participé à un lobbying auprès des parlementaires. Et effectivement, et c'est comme vous avez dit, 9000 morts, à la limite, c'est 9000 personnes qui voteront pas pour l'opposition. C'est un petit peu l'opinion qu'on avait obtenue. Et donc, est-ce que bon, la Société suisse santé publique ne devrait pas faire un petit peu la même chose, donc engager des spécialistes du lobbying pour être plus efficace? Alors, c'est une option qui est possible, évidemment. Elle, elle doit être mise dans un contexte plus large. C'est quel est le rôle des académiques? Quel est le rôle des universités, de la SSPH+, puisque là, vous parlez bien de la SSPH+, ou de la Société suisse de santé publique. Là, c'est pas la SSPH+. Moi, je pense que on doit faire une réflexion, quelle est notre fonction? Je ne pense pas qu'on puisse être dans la santé publique et être politiquement neutre. Et ça n'a rien à voir avec les clivages gauche-droite. Je connais des gens brillantissimes qui sont à l'UDC et qui sont totalement en accord avec nous. Et je connais des gens de gauche qui sont absolument lamentables et qui ont une vision rétrograde. Donc, il faut sortir de ce clivage, mais le lobbying peut se faire de différentes manières en Suisse. Vous parlez de ces lobbyistes professionnels, il y en a, mais c'est il y a d'autres manières de faire du lobbying. Et je pense que euh, une manière qui serait beaucoup plus efficace, et pour le moment on ne l'a pas fait, c'est de commencer de mettre la pression sur les caisses maladies. Les caisses maladies sont des organismes publics dont la mission est quand même de s'assurer que le coût du système de soins n'explose pas. Et pour ce faire, ben, il y a une méthode qui est efficace et qui est reconnue dans la LAMAL, c'est la prévention et la promotion. Ils savent très bien que si on a une politique intelligente en matière de tabac, eh ben, il va y avoir un impact direct sur les coûts relatifs au système de soins. Il n'y a jamais eu, pour le moment, à ma connaissance, de véritable tentative d'aller chercher
les caisses maladie. Et quand je dis aller chercher les caisses maladie, c'est pas simplement d'aller discuter gentiment ou s'envoyer des lettres très polies en disant oh, c'est pas bien ce que vous faites. C'est de faire en sorte que les assurés eux-mêmes prennent conscience que leur caisse maladie, pour lesquelles ils versent quand même des montants importants, ont des représentants au Parlement qui votent pour le lobby du tabac, pour le lobby agroalimentaire, pour toute une série de lobbies qui ne sont vraiment pas intéressés par la santé des assurés. Ça, c'est un exemple. Il y en aurait d'autres. L'erreur que nous faisons, c'est de ne pas aller chercher ces coalitions. La coalition, elle se fait chaque fois en fonction du domaine. Là, on parle du tabac, mais en fait, on pourrait parler de politique nutritionnelle, on pourrait parler de politique de l'environnement. Nous avons des figures célèbres aujourd'hui médiatisées dans le réchauffement climatique. Ça, c'est aussi une manière de faire de la politique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Lebon. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais peut-être deux questions. Une par rapport à l'impact des procédures de consultation. Qu'est-ce qui serait le plus efficace par rapport à des positions individuelles ou par institution ou par alliance? En particulier, comme vous avez parlé de l'aspect quantitatif dans le rapport qui sera fait par l'administration. Alors, je partage mon écran. Je ne me suis pas arrêté sur cette slide pour nous donner du temps, mais ça me donne l'occasion d'y revenir. Une procédure de consultation n'est pas un exercice de style. Il est parfois traité comme tel, hein, parce que si les milieux concernés n'utilisent pas l'outil mis à disposition, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si vous l'utilisez, il y a un impact. Et le rapport relatif à la procédure de consultation qui a été publié par le Conseil fédéral met clairement en avant à chaque fois qu'il en a l'occasion les prises de position de la SSPH+, et de tous ceux qui l'ont soutenu, dans la mesure que c'était d'ailleurs où c'était conforme d'ailleurs à la politique initiale qui date de 2004 du Conseil fédéral d'adopter la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Et ce rapport a aussi eu un impact direct quand on a pris contact individuellement avec les membres, d'une part, des commissions sécurité sociale et santé du Conseil des États et certains membres du Conseil des États et du Conseil national. Ça a eu un impact. Et donc, j'ai entendu que certains responsables dans des services hospitaliers, des services universitaires, ont dit et disaient à l'époque à leurs employés, vous n'avez pas le droit de participer à une procédure de consultation. Premièrement, c'est faux. Vous avez le droit, c'est un droit politique, et il n'y a personne qui a le droit de vous empêcher de l'exercer, que ce soit un employeur privé ou public. Tout le monde a le droit de s'exprimer dans une procédure de consultation. Première chose. Deuxième chose, il y a toujours cet effet dans l'interprétation entre le qualitatif et le quantitatif. Le Conseil fédéral, mais ça peut être le gouvernement vaudois hein, ou le fribourgeois ou valaisan, dans son analyse, va mettre en avant les prises de position qui valorisent le texte qui a été mis en consultation et ils vont minimiser celles qui ne vont pas dans le bon sens. Mais ils ne peuvent pas le faire si vous avez quantitativement écrasé la consultation par rapport à vos prises de position. Et ne pas le faire, bah, c'est dommage, ça coûte tellement pas cher. J'ai bon espoir. La SSPH+ a demandé s'il y avait des volontaires pour préparer la prise de position SSPH+ concernant l'imposition des produits du tabac. À ma connaissance, pour le moment, il y a quelqu'un qui a répondu. Je crois savoir que quelqu'un a répondu et j'espère que la SSPH+ aura l'intelligence de prendre l'offre au bon et de se l'approprier. Et j'espère que d'ici 2 ou 3 semaines, nous allons être bombardés d'emails qui vont nous demander, s'il vous plaît, remplissez en haut et envoyez-le et faites-le remplir par vos collègues. Et on va écraser la procédure de consultation. Mais cette fois-ci, il faudra continuer le processus, il ne faudra pas s'arrêter là. Il faudra reprendre le processus à la commission sécurité sociale. Enfin là, ça ira dans la commission économique, c'est d'autres personnes et c'est justement à chaque fois on doit se réinventer. Mais les procédures ont un immense impact. J'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Est-ce que j'ose en poser une deuxième? Bien Oui, sûr. bien sûr. Donc, vous aviez donné l'exemple de s'impliquer directement, par exemple, dans les procédures de consultation, l'idée de construire des alliances, par exemple, avec les assureurs maladie. Est-ce qu'il y aurait d'autres
outils ou actions de plaidoyer ou autres que nous devrions envisager? Alors, il y a une chose, moi, qui m'a frappé, c'était aussi dans la slide précédente. Il faut savoir que j'ai assisté à cette séance. Hein. TA Suisse, qui est quand même l'organisme qui a pour vocation de représenter toutes les organisations professionnelles qui s'intéressent de près ou de loin à la lutte anti-tabac. TA Suisse, au moment de la consultation, on est en 2018, début 2019, avait préparé un travail de lobbying auprès des membres du Parlement qui visait à obtenir ce qu'on appelle une position de minorité. TA Suisse était parti de l'idée qu'ils n'auraient pas la capacité dans la commission sécurité sociale et santé d'obtenir une majorité. Et ils avaient préparé une position de minorité. J'ai émis à l'époque un regard un peu critique sur l'absurdité d'une politique pour gagner qui part perdante. Hein. C'était parce que position de minorité, ça veut dire que vous partez perdant. Puis on m'a dit, ah mais attention, monsieur Strumont, c'est pas si simple. Nous avons nos 13 organisations, ça nous a pris des mois et des mois pour que tout le monde soit d'accord. Et on ne va pas changer d'avis comme ça dans notre politique tout de suite. Alors si vous voulez changer quelque chose, il faut arrêter de se tirer dans les pattes. J'ai une de mes assistantes qui a fait son travail de master hein, sur l'échec, la loi sur la prévention et promotion de la santé. Et son constat, je pense qu'il n'est pas faux. Un des principaux responsables de l'échec, c'était l'absence de cohésion des milieux de la santé publique qui commençaient à se tirer dans les pattes. C'est amusant d'ailleurs dans la lutte anti-tabac. Quand je parle avec Franz Goppel là, Addiction Suisse, puis je dis, ah, mais anti-tabac, ça vous dit, ah non, mais ça, c'est pas nous. Nous, on est Addiction Suisse. Puis après, il y a les gens qui sont dans l'alcool. Je dis, ah, mais non, c'est pas nous. Nous, on est dans les questions d'alcoolisme. Alors, là, si on peut faire quelque chose, on fait une vraie prise de conscience, puis on arrête de se tirer dans les pattes. C'est pas très politiquement correct, hein, ce que je vous raconte, hein, mais c'est factuel, hein, je suis désolé. Merci. De rien? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'aurais une question pratico-pratique pour toi, Dominique. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que chacun avait le droit de se positionner lors d'un processus de consultation, que ce soit qu'on est un employeur public ou privé. Mais est-ce que dans ce positionnement, on doit se positionner en tant que personne privée ou est-ce qu'on peut mentionner son affiliation institutionnelle? Mais on peut se mentionner son affiliation institutionnelle. On devrait même le faire, ce serait une excellente chose d'ailleurs de le faire parce que ça montre que on a affaire à un mouvement qui n'est pas individuel. Ça va dépendre des situations. Vous avez des chefs qui sont plus ou moins réfractaires à trop identifier le service ou l'unité ou le département. Bah voilà, ça il faut faire avec. Mais si il y a vraiment une forte résistance, si on est dans le domaine de la santé publique et qu'il y a un responsable qui dit il ne faut pas participer à une procédure de consultation, j'aimerais bien avoir son nom et j'aimerais bien pouvoir aller dialoguer avec cette personne. Je parlais de formation avant. Euh, D'ici quelques semaines, j'espère pouvoir vous faire un lien via Unisanté avec mon collègue Scott Burris. Il a mis sur pied une formation qui correspond globalement à 16 heures de séminaire sur du bon usage du droit de la santé public dans la santé publique. Donc, on introduira un chapitre sur la consultation pour le volet suisse. Excellent. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Eric, tu veux poser une question? Oui, merci. Merci Dominique pour ta présentation. Je voulais revenir en fait sur la Convention 4 que tu as mentionné au début en montrant la carte de l'Europe. On peut dire que la Suisse est un des derniers pays, pas seulement en Europe, mais au niveau mondial, qui n'a pas ratifié la Convention. Et bien sûr, il y a bien des pays qui ont beaucoup moins de structures de démocratie directe ou de mécanismes que nous. Et eux, ils arrivent à ratifier une telle convention avec moins de problèmes. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que avec tous ces mécanismes qu'on a, on est plutôt piégé, ça pose des barrières au niveau de la politique intérieure pour passer en fait des conventions qui ailleurs sont acceptées avec un processus démocratique qui est beaucoup moins prolongé et douloureux que chez nous.
Alors, je pense que les dirigeants chinois apprécieraient beaucoup ton discours. Effectivement, la démocratie, c'est pas bon pour la santé publique et il faut adopter le modèle chinois comme ils l'ont démontré pour la lutte anti-Covid. Blague à part, non. Euh, il faut regarder la réalité. La Suisse a été montrée en exemple dans sa politique contre les addictions. A été montrée du doigt, mais en même temps a servi d'exemple. C'était un modèle. Ruth Dreyfus, elle a dû se battre quand elle allait à l'OMS où on la traitait de criminelle et d'arrêter de traiter les consommateurs comme des voyous et de les traiter comme des malades. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui est derrière et qui est en train de rattraper. Hein. Il y a, comme je l'ai signalé, une procédure de consultation actuellement sur les médicaments à base de cannabis. Et donc, ma réponse, elle est là. C'est complètement erroné de montrer du doigt. Et je sais que dans les milieux de la santé publique, on aime bien dire ah, le fédéralisme, c'est un problème. C'est pas vrai, c'est pas un problème. Heureusement qu'on a eu le fédéralisme, on n'aurait même pas eu de loi sur la fumée passive s'il n'y avait pas le fédéralisme. Le fait est, c'est qu'on a une politique qui est très marquée par des lobbies. On a actuellement une autre initiative sur laquelle on va être amené à voter, qui est celle sur la transparence du financement des partis politiques. Et je pense qu'il y a une corrélation. Les anti-tabac n'ont pas cherché à s'associer avec les initiants concernant la transparence du financement des partis politiques. Mais comment ça se fait? J'arrive pas à comprendre. Alors qu'il y aurait eu là une situation win-win. On parlerait aujourd'hui de cette initiative sur la transparence en même temps, tout le monde serait gagnant. Ce travail n'a pas été fait. Non, non, nous sommes responsables. Et quand je dis responsable, faut pas mal me comprendre, je fais pas un jugement individuel et je suis pas en train de dire qu'on est les méchants et que non, mais euh, je pense qu'on sous-estime le rôle que l'on peut remplir et puis on doit se poser la question. Ça fait 4 ou 5 ans que je fais partie, j'étais pendant 3 ans vice-directeur de la SSPH+, et j'ai tenu ce discours. Ça fait 4 ans que je suis plus à la SSPH+, je continue. Moi, ça fait 7 ans maintenant, ça va faire un moment que je tiens ce discours. Il n'a pas changé, hein. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, ben, je suis malheureux de devoir dire, ben, vous voyez, hein, c'est comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Eric? Oui, oui, donc il faut mieux comprendre et jouer le jeu. Voilà. Et ouais. Nous Merci, hein. sommes habitués à gérer la complexité. Pourquoi on a peur de cette complexité du droit? Pourquoi on a peur de la complexité du système politique? Euh, Il y a dans la SSPH+, des experts en sciences politiques, il y a des experts en communication, il y a des experts en droit, en économie. Allez les écouter. Mais probablement, bah, on a trop peu d'expérience. On veut pas, comme académique, on veut pas s'exposer, par exemple, avec une prise de position dans une consultation, parce qu'après, c'est dans le public. Je l'ai fait une fois quand il y avait la loi sur la recherche humaine. J'ai passé à titre individuel en fait une prise de position. Après, bon, c'est dans le grand rapport, bah, on est cité avec son nom, avec sa position, et peut-être c'est ça ce qu'on évite comme académique. On a peur de nos valeurs. Alors moi, ma casquette de président de la commission d'éthique de la recherche, quand j'ai des personnes qui déposent des projets qui disent «Ah, mais l'éthique de la recherche, c'est un frein à la recherche et tout ça», moi, je suis désespéré. Hein. Ça fait des décennies qu'il y a la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe. Ça fait encore plus longtemps qu'on a la déclaration d'Helsinki. Dans le monde médical, aujourd'hui, je pense qu'il y a une sensibilité éthique qui est là, qui est bien présente. On n'a pas à avoir peur de nos valeurs, on doit en être fier. Au contraire, on a effectivement, et c'est sympa que tu soulèves la question, une initiative pour l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Juste maintenant, il faut qu'on prenne position. Moi, j'ai pris position et j'ai marqué l'association suisse des commissions d'éthique a été plus loin que les académies, la FMH ou l'Académie des sciences médicales, puisqu'on a dit que cette initiative elle était dangereuse pour la santé. On est les seuls à l'avoir dit, c'est moi qui l'ai mis dans la version française, elle n'est pas dans la version allemande. Mais bien sûr qu'il faut prendre position. C'est pas dangereux. Merci. Welcome. Parfait, ben, je vois qu'on arrive au terme de cette séance. Merci encore, Dominique, pour cette présentation, pour cet échange. Comme tu le vois, on a fait une série sur l'épidémiologie légale, donc on essaye de faire évoluer les choses et à essayer d'inciter le monde de la santé publique à être plus actif. Et on a aussi beaucoup de réflexions en interne sur les mécanismes de plaidoyer. Donc, on a vraiment
je pense, une proactivité à ce niveau-là. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé et qui ont écouté professeur Sprumont, et je vous souhaite un bon appétit et une belle journée.